Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition du Son et Lumière, Les Métamorphoses du Château, par Damien Fontaine. Au regard du contexte, nous vous remercions de bien respecter les mesures barrières et sanitaires pour lutter ensemble contre la propagation du Covid-19. Nous vous souhaitons un bel été et une belle immersion dans l'histoire des Ducs de Lorraine. Il est un pays où le chant du vent, bruissant dans l'herbe des vastes prairies, dans les feuillages des bois dressés à perte d'étendue, s'engouffre au cœur des vallées et des plaines et semble colporter, pour qui sait prêter l'oreille, la mémoire d'un lointain passé. Un pays où la terre se souvient, pleurant ses douloureux hier dans les meurtrissures de sa chair, tout autant qu'elle laisse jaillir les glorieuses vigies d'âge ensevelies dans les strates du temps. Un pays enserré, écartelé dans son histoire, entre son voisin d'Orient et celui d'Occident, mais toujours bien vivant, la Lorraine. Aussi loin que nous entraînent ces sillons tracés dans la glèbe, la Lorraine, qui n'en porte alors pas encore le nom, a été donnée en partage en jeu d'obscurs héritages. C'est d'abord le crépuscule finissant de la paix romaine qui s'éteint définitivement avec les invasions barbares, les hordes de Vandales et de Francs. Grouillement infernal, chaos ancestral, d'où va germer l'Austrasie, terreau primordial mais éphémère de la future Lorraine. Plus tard, les enfants de Charlemagne se disputent l'empire de leur illustre père. C'est là, au septentrion d'une fragile langue de terre, que se dessine enfin la promesse de la Lorraine, tel un balcon surplombant l'Europe. La Lorraine s'enfonce peu à peu dans les noirceurs de la peste, annonciatrice d'autres lendemains dévastateurs. Guerre de 100 ans, pillage, famine. Plaies et fléaux s'abattent sans relâche sur ce frêle monceau de royaume. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, en profite alors pour assouvir sa soif de conquête et envahit la Lorraine, fièrement défendue par René II. Tout serait-il perdu? Charles, je vous le dis, vous n'aurez pas la Lorena. Regardez plutôt. Ces lettres s'entrecroisent, s'entremêlent et accouchent d'un aller-rien. Il est le symbole d'une terre libre. Il est porteur d'espoir et de liberté. Non inultus premor. Charles est sévèrement battu. Désormais, le nom de la Lorraine claque comme un étendard flottant au-dessus de l'Europe. Car qui s'y frotte, s'y pique. Alors, la Lorraine s'évade vers de nouveaux horizons. Les campagnes se sculptent au gré des labours, des semailles, des récoltes. Les saisons, dans leur danse rituelle, incessante, rythment la silhouette d'une Lorraine florissante. Voyez ces champs, promesses de belles récoltes de toutes sortes. Et là-bas, vous
Vous avez remarqué cet équipage qui transporte ce sel que nous vendons un peu partout au royaume et même plus loin? Croyez-moi, le commerce, c'est ce qui fait la renommée d'un pays. La noirceur, toutefois, n'est jamais loin. Sournoise, insidieuse, elle emprunte d'autres visages redoutables. Guerre de 30 ans, guerre de religion. Et, à nouveau, sa déferlante de peur, de mort. Porte-qui brûle! Les soldats arrivent! On dit qu'à Saint-Nicolas-de-Port, ils ont brûlé l'église avec les gens à l'intérieur. Mon Dieu, c'est là d'où je viens. Et mon âme qui a voulu rester. Ces Suédois sont d'une cruauté épouvantable. Alors ne traînons pas! Vite! On gagne espoir qu'on voit là-bas! Mais la Lorraine, tel le phénix des légendes, éternellement renaît de ses cendres. Juin 1714. Lunéville. La nuit, lentement, y a déroulé sa chape étoilée, emmaillotant la cité dans son linge d'outre-songe. Seul, parfois, résonne le cri du veilleur au décours d'oublieuses ruelles. Imperceptible d'abord, une rumeur sourde enfle peu à peu, arpentant les pavés depuis l'auberge La Croix de Lorraine. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ce n'est qu'une impression, sire. Personne ne peut savoir. À nous voir habillés de la sorte, nous passons pour de simples voyageurs. Et vous pour le comte de Kronstein. Pas de quoi éveiller quelconque soupçon. Comment pourrait-on suspecter en vous un roi sans royaume ni château? Parlons plus bas. Nous devons bien avoir quelques espions à nos trousses. C'est vrai que vous n'avez pas de château? Pourtant j'ai entendu dire que vous étiez roi. Et un roi a toujours un château. Chut, mon garçon, pas si fort. Tu as raison, mais c'est un secret, vois-tu. Je suis bien roi d'un pays qu'on appelle la Pologne. Je connais pas ce pays. C'est bien loin d'ici. Comment t'appelles-tu? Emmanuel. Alors approche-toi, Emmanuel. C'était il y a presque 10 ans maintenant, dans une ville du nom de Varsovie, la capitale. J'y avais été couronné et sacré roi de Pologne. La population était en liesse. Mais les temps ont vite changé. J'avais un château, on me l'a pris. J'étais roi, un autre a pris ma place. Je n'avais dès lors plus d'autre choix que de m'enfuir. C'est pas bien tout ça. Et je trouve que c'est bien dommage. Un roi, même s'il ne l'est plus, doit avoir un château. Vous savez, mon papa en ce moment en construit un. Et où le construit-il, ton château? Ici, à Lunéville. Alors un jour, quand il sera terminé, je vous y attendrai. Et quand vous serez là, je vous le donnerai. Le chantier qui s'élève au bord de la Vesouse est immense. Les anciennes façades ont été embellies dans le plus pur style classique, parachevées de parterres et de terrasses de verdure. Ici, on taille, on ajuste les pierres qui s'élancent dans de vertigineux entrelacs. Germain Boffrand a
architecte fraîchement nommé, conduit les travaux de construction d'une nouvelle aile du château, surplombant les jardins, et qui, bientôt, pourra accueillir la famille ducale dans de fastueux appartements. Emmanuel, tu viens? Je me plais fort en ta compagnie, Emmanuel. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Et puis ton papa t'attend là-bas. Je compte sur ta promesse. Qui sait? Peut-être nous reverrons-nous. Je n'oublierai pas, monsieur le roi, son château. Vous en aurez un beau. C'est promis. Lorsque le roi Stanislas, déchu de son trône de Pologne, quitte dans la clandestinité Lunéville en cette prophétique nuit de juin, il est à 100 lieues d'imaginer qu'il y reviendra 23 ans plus tard en qualité de nouveau duc de Lorraine. Comme le lui a pourtant prédit ce soir-là, cet étonnant petit garçon. Rien ne le prédispose en effet à une telle destinée, si ce n'est d'étranges hasards en cascade. Sa fille d'abord, Marie Lesinska, qui sera choisie parmi une centaine de prétendantes pour épouser Louis XV, devenant ainsi reine de France. Son gendre ensuite, Louis XV, qui négociera avec le nouveau duc de Lorraine, François III, fils de feu Léopold Ier, l'échange de la Lorraine contre la Toscane. Son gendre, toujours, qui préférera de loin voir son beau-père doté d'un titre de duc de Lorraine, même honorifique, plutôt que celui d'un roi destitué. Dès lors, l'avènement de Stanislas Lesinski, nouveau duc de Lorraine, est proche. Avril 1737. Lorsque Stanislas fait son entrée solennelle à Lunéville, combien sont-ils réellement pour l'accueillir? Son regard se promène sur cette foule qui ne le connaît pas, qui le redoute peut-être. Les Lorrains ont cure, en effet, de servir ainsi régulièrement de monnaie d'échange entre le Saint-Empire et la France. Cette France qui s'apprête désormais à les annexer purement et simplement, ils le savent. Car Stanislas n'a-t-il pas été dépêché à Lunéville par Louis XV pour y opérer un rattachement du duché que ce dernier espère tout en douceur? Avait-on besoin d'aller chercher un roi de Pologne exilé? C'est comment son nom déjà? Lesinski, Stanislas Lesinski. N'oubliez pas quand même que sa fille est reine de France. Justement, c'est un coup du roi de France pour récupérer notre beau duché. Il est malin celui-là, ouais. Alors un homme qui aime les belles choses ne peut être mauvais. Ça vaut mieux que de trop aimer la guerre. Taisez-vous, si vous entendez. Stanislas n'est pas dupe, pas plus que ses nouveaux sujets. Il a hérité d'une Lorraine enviagée, sans réel pouvoir, si ce n'est celui des arts, de la culture et des sciences qu'il entend bien faire éclore en cette cour de Lunéville. Oui, ce château sera son grand œuvre, un nouveau berceau de l'humanisme des Lumières qui rivalisera avec Versailles, n'en déplaise à Louis XV. Celui-ci avait imaginé pour Stanislas une retraite douce et paisible. Le duc va tout au contraire faire de Lunéville et de la Lorraine un panthéon d'universalité qu'admirera l'Europe tout entière. François III s'est enfui avec tout ce que les appartements comptaient de précieux mobilier, de tapisseries, de tableaux. Le château n'est plus qu'une dépouille de pierre. Qu'importe, le nouveau duc va s'employer à lui redonner tout son faste et bien plus encore. Car c'est dans l'exaltation du parc et des bosquets qu'il imagine déjà les plus folles audaces, où les arabesques végétales se conjugueront à celles minérales de ses créations à venir. Et une rencontre va tout changer. Celle d'un petit garçon, aujourd'hui devenu un homme, qui jadis avait prophétisé à Stanislas qu'un jour, il lui donnerait un château à la hauteur de son rang. Majesté, un nommé Emmanuel Héré demande à être reçu. Emmanuel? Emmanuel? Le petit Emmanuel? Qu'il entre, dépêchez-vous! Majesté,
Relève-toi, Emmanuel. Gardons la simplicité de notre première rencontre. Oh, comme tu as grandi, mon garçon. Ainsi, tu es devenu architecte. Oui, Majesté. Et je n'ai pas oublié ma promesse. Bienvenue dans votre château. Vois-tu, Emmanuel, j'ai la tête pleine de projets. Et je sais qu'avec un talent comme le tien, et en souvenir de l'enfant que tu étais et qui rêvait déjà, Lunéville sera bientôt à la Lorraine ce que Versailles est à la France. C'est trop d'honneur, Majesté. Ensemble, nous ferons le beau château d'un roi qui n'avait plus de château. Tu te souviens? Stanislas s'endort, l'âme emplie de rêveries hallucinatoires, de chrysalides qui libèrent les muses nocturnes. Il se souvient des résidences du grand Mogol, s'en inspire pour un pavillon en forme de trèfle et au toit en pagode. Il invente son Trianon à lui, qui prendra place sur le domaine de Chanteeux, laisse jaillir un pavillon aux interminables cascades, refonde l'île Saint-André le long du canal, compose un kiosque aux consonances turques. Héré s'adonne alors, sans compter, aux rêves d'architecture de son duc, qui prennent vie de jour en jour. L'amour de Stanislas pour la nature est partout, emporte tout. Brodant le vaste jardin à la française d'élégantes touches exotiques. L'eau de la Vesouse, en son cœur, semble y charrier les légendes et les mirages évanouis de l'histoire. Les bosquets, subrepticement, s'y reflètent à la manière d'un monde inversé, transfiguré par l'élément liquide. Le temps lui-même paraît s'être arrêté, comme suspendu aux poétiques explorations du duc. Mon bon Griffon, il n'est décidément pas une journée sans que je ne reçoive de lettres de nos Lorrains se plaignant de la dureté du chancelier Chaumont de la Galésienne. Ici c'en est un qui m'implore d'intercéder en faveur d'un assouplissement de la corvée.
que le chancelier vient de restaurer. Ah, que n'ai-je ce pouvoir qu'il me prête? Je pourrais peut-être en ce cas lui faire entendre raison. Mais mon gendre Louis XV, on a décidé autrement, en lui confiant la véritable gestion du duché, et par là même ses finances. Éveillez-vous, gens qui dormez, et préparez votre cœur pour étrangler la galésière. Ah, de la galésière, vous êtes là. Je ne vous avais pas entendu. Justement, je pensais à vous. J'ai cru comprendre, en effet. Mon cher, sans vouloir vous commander, je ne pourrais que trop vous conseiller de vous attirer de meilleures grâces des habitants de cette belle Lorraine. Leur mécontentement enfle à mesure que vous levez de nouveaux impôts. La faute à qui? Si Sa Majesté se montrait quelque peu moins dispendieuse dans la tenue de ce château, tous ces fastes et apparats sont autant de dépenses bien inutiles au regard d'un duché qu'il me faut préparer pour sa prochaine annexion à la France. Prochaine. Il appartient au Tout-Puissant, et lui seul le jour où il me rappellera jusqu'à lui, et où la Lorraine deviendra alors française. Au demeurant, il me semble, cher ami, que vous n'êtes pas vraiment en reste en matière de fastes et apparats. Si j'en juge vos impressionnantes demeures, pour vous et nombre de vos proches que vous avez fait venir ici. Il suffit! Je n'ai d'ordre à recevoir que de votre gendre, le roi de France. D'ailleurs, il vous fait dire qu'il ne donnera pas suite à votre demande de frapper une monnaie aux armes. C'en est trop de toutes vos fantaisies. Maudit animal! Jaco, reviens, veut-il? Étranglez la galésière. Et faites taire votre stupide volatile! Allons. Ah, de la galésière, ne vous emportez pas pour si peu. Et suivez-moi plutôt. J'ai là dans ma bibliothèque quelques nouveaux ouvrages qui, j'en suis sûr, auront l'heure de vous plaire. Et nous y serons plus à l'aise pour y discuter des affaires du duché. Stanislas, en amoureux des belles lettres et des arts, règne en son duché sur l'esprit des Lumières, à défaut d'exercer un réel pouvoir politique. Il jette même dans son royaume de Dumukala les bases d'un parangon d'une cité inspirée de ses propres réalisations. Et ses écrits côtoient désormais les noms les plus prestigieux de son temps. Stanislas, le philosophe bienfaisant. Soyez remercié, cher monsieur, pour cette somptueuse armoire astronomique, dont je vais m'empresser de réserver le meilleur emplacement dans l'une des salles du château. Majesté, veuillez trouver, à travers ce présent, l'expression de toute la reconnaissance des Lorrains. Ils n'ont cure de louer votre intelligence, votre curiosité pour les sciences, votre sagesse, votre extrême bienveillance à leur égard. Et s'ils ont pu, pour certains, se montrer quelque peu méfiants à votre arrivée, ils vous ont depuis, soyez-en pleinement assurés,
reconnu comme leur seul et légitime souverain. Autant de gratitude m'honore. Je m'efforcerai de m'en montrer digne. Ah, Émilie, vous arrivez à point nommé. Venez, que je vous présente à monsieur Bernard Joyeux qui nous fait l'immense plaisir d'agrémenter le château de formidables mécanismes d'horlogerie qu'il a lui-même fabriqués. Quel remarquable travail de précision. Madame sait bien que le temps qui s'égrène ne saurait souffrir de la moindre inexactitude. Votre ouvrage ne peut qu'émerveiller notre chère Émilie du Châtelet, certainement l'une des plus grandes savantes de son temps. Comme toujours, vous exagérez. Et modeste avec cela. Savez-vous, monsieur Joyeux, qu'elle a entrepris de traduire et commenter les principes d'Isaac Newton, sans oublier ses propres expérimentations? Émilie est convaincue que les objets qui nous entourent sont animés d'une sorte de force vive, proportionnelle au carré de leur vitesse. Je ne vous cache pas que je n'ai pas encore saisi toutes les subtilités de ce concept. C'est incroyablement fascinant. Assez parlé de moi, cher monsieur. Dites-moi plutôt davantage sur votre étonnante armoire astronomique. Voyez, elle est composée de 11 cadrans qui indiquent pour certains les heures, les jours de la semaine et les mois, et pour d'autres les années, les lustres. On peut observer aussi les orbites des planètes, les longitudes et durées du jour, ailleurs la course des zodiaques. La cour de Stanislas rayonne d'idées nouvelles. La science s'élance, pleine d'audace, à la conquête de rivages insoupçonnés. Le château de Lunéville, en aventurier de l'invisible, en voyageur de l'indicible. Mais Stanislas a une ambition secrète, bien plus grande encore, qui dépassera en magnificence et en ingéniosité tout ce qu'il a déjà pu construire. Ce sera le célèbre rocher aux automates, merveille des merveilles.
duc de Lorraine se plaît à rêver à une société utopique, poursuivant en cela l'idéal des grands philosophes de son siècle. Le rocher aux automates, au-delà de la prouesse technique, est d'une formidable portée intellectuelle, culturelle. 88 figurines extraordinairement animées par le jeu de systèmes hydrauliques restituent ici le quotidien simple d'hommes et de femmes. La vie de tous les jours, jusqu'alors cantonnée aux portes du château, s'invite désormais fièrement à la cour de Lunéville. C'est là une émouvante scène pastorale où paysans et artisans évoluent autour d'un décor bucolique, fait de collines et de grottes, traversé de sentiers et de ruisseaux. De partout, de France et d'Europe, on se presse pour admirer ce trésor d'inventivité. Lunéville accueille ce que l'époque recèle de grands penseurs, de gens lettrés. C'est un lieu dont tout le monde parle et qui parle à tout le monde. Cher ami, vous vous êtes surpassé. Votre rocher est une splendeur. C'est à rendre jaloux tous les monarques de cette terre. C'est que Stanislas a toujours des idées plein la tête. Vous êtes mieux logé que votre propre gendre, le roi de France. Monsieur de Montesquieu, le mérite en revient en grande partie à mes artisans artistes. Ne trouvez-vous pas, Émilie, que ces marionnettes sont absolument charmantes? Ah, nos paysans n'ont jamais été tant à l'honneur et de si belles manières. Vous avez bien raison, monsieur de Voltaire. C'est un spectacle réellement merveilleux. Que grâce en soit rendue aux artistes qui ont conçu et réalisé cette œuvre extraordinaire. Eh bien, voici justement Emmanuel Héré. Vous allez pouvoir le lui dire vous-même. Mais ne tardez pas, la fête va bientôt commencer. Stanislas ne manque jamais d'impressionner ses hôtes, déployant un prestige et un luxe sans égal. Le château, voluptueusement, s'échappe alors jusqu'au nadir, sous d'infinies luminescences.
Les derniers flambeaux se sont éteints, les éclats de rire se sont tus. La fête fut belle hier soir. Oui, même bien trop belle. Oh, il y a comme des regrets dans votre voix. Pourtant, nous y avons vu de belles dames, entendu belle musique. Amour et poésie se sont bien accordés. Tu as raison, bébé. J'ai l'impression que tu t'es bien amusé aussi, petit farceur. Les dames n'ont pas manqué de te flatter, comme d'habitude. C'est bien vrai. Mais vous, Majesté, seriez-vous là de tant de faste et de plaisir? C'est l'âge, peut-être, ou la nostalgie des années passées. Il faut bien que tout cela finisse un jour. Mais vous, Majesté, vous serez longtemps, très longtemps dans la mémoire des hommes, des Lorrains et dans les pierres avec lesquelles vous avez tant construit, ici ou ailleurs. Je ne te connaissais pas cette forme de sagesse, bébé. C'est que, Majesté, vous et moi jusqu'ici n'avons jamais pris le temps de philosopher. Stanislas, à la santé défaillante, ne resterait guère que quelque temps à Lunéville, pensait Louis XV. Et pourtant, il ne tirera sa révérence que près de 30 ans après son arrivée. Un règne exceptionnellement long, où l'excellence a côtoyé l'élégance, où la Lorraine a pris son envol intellectuel parmi les plus grandes puissances avant de se voir rattachée à la France. Lunéville, cœur battant du duché de Lorraine, s'est affirmé comme un temple d'universalité. Et il n'est pas rare, certains soirs d'été encore, d'apercevoir le bon duc promenant sa silhouette d'outre-mémoire au cœur des jardins, dans cette nature qu'il affectionnait tant. Alors, les souvenirs que l'on croyait à jamais endormis remontent des profondeurs. La cour se réveille, et avec elle, les extravagantes fantaisies de Stanislas et les fameux automates. Oui, cette nuit, portez votre regard dans les mystères des pierres et voyez, le château danse.